Opération grand nettoyage à l'aéroport de Ouagadougou. Il faut remettre la structure aux normes. Et pour commencer, le département des transports et l'Agence nationale de l'aviation civile veulent débarrasser l'espace aéroportuaire de ses 86 hectares de buissons et d'herbes. 5 mois de travaux. L'enjeu, comme vous allez le voir, est sécuritaire et ce n'est qu'un début. Et puis dans ce journal, zoom sur le pont de la Sirba dans la Yaya. C'est le plus long du Burkina avec 300 mètres, un ouvrage tristement célèbre. Jusque-là, chaque saison des pluies, son lot de victimes. La bonne nouvelle, c'est que les travaux sont en cours d'achèvement. Un grand soulagement pour les usagers et les habitants de l'Est. Constat sur le terrain dans un instant. Un coup à gauche, un coup à droite, une fois de plus, c'est une volte-face spectaculaire du président américain et tout s'est joué en un tweet comme d'habitude. À peine le sommet du G7 terminé, Donald Trump retire sa signature sur le communiqué commun, un revirement consécutif au propos du Premier ministre canadien. Une semaine de grogne qui s'annonce au ministère de la Santé, opération caisse vide à partir de demain et pour une semaine dans les centres de santé. En clair, les différentes prestations ne seront pas facturées. Le dialogue est-il rompu? Le ministre de la Santé est sur notre plateau. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'aéroport de Ouagadougou qui se refait une santé pour répondre aux normes internationales et cela commence par un débroussaillage. Depuis hier, les ouvriers s'activent et cela pour 5 mois. Il faut débarrasser l'espace de l'aéroport des buissons et des herbes qui s'étendent sur près de 86 hectares. Objectif, plus de sécurité et une meilleure visibilité. Jean Zongo, Ismaël Diloma, Sirima. D'ici fin octobre, ces arbres situés dans l'enceinte de l'aéroport international de Ouagadougou seront tous enlevés. Ces travaux de débroussaillage touchent plus de 86 hectares de l'espace boisé de l'aéroport de Ouagadougou. La première étape des travaux concerne l'enlèvement des arbustes et le nivellement du terrain. Pour la deuxième zone qui est la zone de moyens et gros arbres, on va d'abord procéder par le tronçonnage des arbres parce que c'est de gros arbres. Et la base des arbres là sera ensuite débroussaillée par le bulle et le procédé sera le même que dans la première zone. Selon le ministre en charge des transports, ces travaux visent à rendre plus performant l'aéroport de Ouagadougou. Ils interviennent comme un acte impératif. C'est une forêt qui est aujourd'hui un danger pour la sécurité, donc non seulement des installations aéroportuaires, mais aussi pour la navigation des avions. Parce que vous savez que la forêt est l'endroit idéal pour les oiseaux. Et l'ennemi des avions, des aéronefs, c'est justement l'oiseau. Plus de 176 millions de francs CFA sont mobilisés pour ces travaux. À la fin, la visibilité devrait être meilleure pour les avions qui atterrissent et aussi pour les agents qui assurent la sécurité des lieux. Il va falloir qu'ils continuent à veiller dans des conditions parfois pas faciles, mais le gouvernement le sait. Parce qu'après ce désherbage, il y aura probablement l'installation d'un bureau pour la gendarmerie le long de la clôture. En marge du lancement de ces travaux, le ministre en charge des Transports a salué le travail abattu par l'ensemble des acteurs du secteur aéroportuaire. Des intrants agricoles gracieusement distribués à 500 femmes de toutes les régions. C'est une bonne nouvelle en ce début de campagne agricole. Première bénéficiaire, les femmes de la région du plateau central. Une opération à mettre à l'actif du programme intégré d'autonomisation de la femme. Siedi Lareyenne et Vincent Kendribego. Aux femmes de l'association Relouende de Lumbila, Laurence Ilboudo donne un bon qui leur permet d'entrer en possession à un lot d'engrais. D'autres associations féminines du plateau central sont aussi bénéficiaires de cet appui du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre du programme intégré d'autonomisation de la femme. Une initiative visant à encourager au moins 500 femmes productrices de toutes les régions et les aider à améliorer leur rendement agricole à travers la distribution de 86 tonnes d'intrants. Nous avons sélectionné des associations de femmes productrices qui ont fait beaucoup de progrès dans leur travail et nous avons voulu les accompagner parce que vous savez que notre département aussi s'occupe des couches vulnérables. Le lancement ici au plateau central représente à peu près 6 tonnes d'intrants pour les 3 provinces. Nous avons pensé qu'il était bon d'octroyer 1 tonne supplémentaire pour la province du Oubri-Tenga qui vraiment est une province très très bien placée pour produire
des légumes pour les grandes villes. La reconnaissance vient d'abord de la commune de Lumbila, dont le maire présente comme une commune à grande activité maraîchère avec une forte implication des femmes. Et les bénéficiaires de se réjouir de leur dotation. Quant au ministre de la Femme, elle réaffirme un engagement du gouvernement à soutenir les femmes, surtout pour plus d'accès aux surfaces d'exploitation dans les espaces aménagés. Et puis, dans ce journal des nouvelles de la tournée du ministre de l'Éducation nationale dans les régions, à Fadangourma, Stanislas Ouaro est allé partager sa vision et ses objectifs avec les acteurs du monde de l'éducation de l'Est, élus locaux, chefs d'établissement, syndicats d'enseignants. Tous étaient là pour un face-à-face sans langue de bois. Compte rendu, Aruna Kabouré et Rasmata Ouedraougou. Le ministre Stanislas Ouaro face aux acteurs de l'éducation de la région de l'Est en vue d'une meilleure gestion du secteur. À quand la gratuité effective de l'école primaire? Quel est le sort réservé au projet de statut valorisant le corps enseignant à l'heure de la remise à plat des rémunérations salariales? Sont entre autres points à l'ordre du jour. Le plus important, c'est qu'on se soit parlé, qu'on se soit dit la vérité et qu'on ait expliqué aux acteurs de l'éducation les réalités de notre pays sur le plan budgétaire, sur le plan donc financier. Et le gouvernement s'est engagé avec la coordination pour valoriser le statut du personnel enseignant. Et donc nous sommes dans cette dynamique, donc je ne vois pas de rapport entre ce travail et la conférence qui aura lieu à partir du 12. À l'occasion, syndicats, parents d'élèves et promoteurs d'établissements se sont succédés pour exposer leurs préoccupations aux premiers responsables du département. Il fallait vraiment qu'il y ait ces échanges-là pour que nous puissions en tout cas nous comprendre s'il y a un certain nombre de préoccupations. Notamment en fait les questions d'infrastructure, les questions en fait du manque de personnel. Nous avons eu un certain nombre de réponses de la part du ministre et nous restons rassurés. Quand le formateur lui-même n'est pas qualifié, il va sans dire que celui qu'il va former ne sera pas au niveau escompté pour pouvoir passer les examens scolaires. Là, c'est d'un. La deuxième difficulté, c'est par rapport à la cantine scolaire. S'il n'y a pas à manger, qu'est-ce que l'enfant fait? Alors qu'on avait, à travers la cantine scolaire, promis aux enfants qu'ils pouvaient manger, passer donc la journée à l'école pour ne rentrer que le soir. Présents à cette rencontre, les élus locaux ont aussi plaidé pour plus de dynamisme dans le transfert des compétences et des ressources aux communes. Une semaine de grogne, je vous le disais, qui s'annonce par contre dans le secteur de la santé. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale annonce une semaine d'opération caisse vide à partir de demain. Plusieurs points sont inscrits sur leur plateforme revendicative. Annulation du relèvement des 18 infirmiers chefs de poste de Pouitenga, arrêt de toutes les tracasseries à l'encontre des militants du SINCHA, le respect du libre exercice des libertés, le respect du protocole d'accord gouvernement SINCHA, pour ne citer donc que ces points-là. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, comme je le disais, c'est une semaine de grogne qui s'annonce dans votre département. 7 jours donc d'opération caisse vide. Le dialogue est-il rompu pour qu'on en arrive là, monsieur le ministre? Merci de l'opportunité de communiquer sur cette opération d'un genre nouveau qu'il faudra expliquer à la population. Mais avant, disons que le gouvernement n'a jamais été aussi investi dans le dialogue social. Il n'y a pas longtemps, il a même été installé la haute autorité pour le dialogue social. Dans l'intervalle, vous avez vu que chaque sectoriel entretient un cadre de concertation. Ensuite, pour suppléer l'institution sur le dialogue social, vous avez vu que la médiature du FASO s'emploie aussi à créer ce climat de dialogue social. L'un dans l'autre, tout le monde est investi dans le dialogue social et dans le secteur de la santé. Depuis que nous avons signé le 13 mars 2017 le protocole d'accord avec le SINCHA, nous avons tenu près de 5 comités de suivi et le dernier, nous l'avons tenu précisément le 1er juin, montrant la continuité de notre volonté de dialogue. Alors, monsieur le ministre, mais qu'est-ce qui bloque alors? Parce que si le dialogue est là et que donc les grèves sont décrétées, bon, cela ne s'explique pas. Justement, c'est notre incompréhension de voir qu'il y a des avancées décisives qui ont été faites. Je peux reprendre point par point sur l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Il y avait 22 décrets d'application.
tous ces décrets, avec les mêmes partenaires sociaux, ont été élaborés. Ils sont prêts à aller être validés en Conseil des ministres dans les semaines qui suivent. Nous avions donné juin pour cette phase. Nous sommes en juin et le Conseil des ministres connaîtra de ces décrets. Deuxièmement, les métiers, le répertoire sur les métiers de l'État qui consacre un certain nombre de changements de catégorie et qui consacre le relèvement du taux de recrutement. Avant même l'adoption, nous avons conclu avec le ministre de la fonction publique la possibilité de recruter cette année avec le baccalauréat les professions paramédicales. Donc les sages-femmes, les infirmiers et autres et le concours a été lancé cette semaine et seront recrutés avec le baccalauréat. Et tout ça, ça est dans une plateforme revendicative où les solutions ont déjà été trouvées. Mais les syndicats exigent, en tout cas le gouvernement revienne sur le relèvement des 18 infirmiers chefs de poste de Poutengla. Ça, c'est une question incompréhensible. Le gouvernement a été investi pour fournir des résultats. Vous avez des infirmiers chefs de poste qui se sont inscrits objectivement contre la livraison des résultats par le gouvernement en faisant quoi? En bloquant systématiquement le système d'information qui permet au système de santé de savoir quel est l'état de santé de la population. En bloquant systématiquement la fourniture de services aux enfants qui, pendant la saison des pluies, doivent être traités contre le paludisme. On appelle ça la chimioprévention saisonnière. En bloquant toutes les activités des partenaires au développement du Burkina dans le district sanitaire de Poutenga. Objectivement, être infirmier chef de poste, c'est une fonction. Et cette fonction exige de la loyauté par rapport à celui qui a nommé la personne à cette fonction. Si cette loyauté n'est pas manifestée, le pouvoir régalien permet de nommer la personne qui vous permet de livrer les résultats que vous avez promis à la population. Avec ces 18 infirmiers, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et il faut prendre des décisions. Ils ont dit que le médecin-chef était dans des malversations. Le médecin-chef du district. Nous avons envoyé l'autorité supérieure du contrôle d'État. Nous avons envoyé l'inspection technique des services d'État. Tout le monde est revenu pour dire qu'il n'y a aucune malversation, mais que le médecin-chef et les infirmiers entretenaient une mauvaise communication. On reproche n'importe quelle évaluation, on dira qu'il faut améliorer la communication. Donc en clair, les 18, n'est pas question de revenir sur la décision. Ça, c'est... Vous voyez l'effet domino, si on revient sur le relèvement de fonction de ces... Ils ne veulent pas nous livrer les résultats que nous voulons. Nous allons trouver d'autres personnes aptes à accompagner le gouvernement dans la livraison. Alors, monsieur le ministre, les syndicats vous accusent également de ne pas respecter vos engagements, notamment pour ce qui concerne le protocole d'accord. C'est inscrit parmi les points de revendication. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Le protocole d'accord insistait sur l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Je vous ai dit que nous sommes en voie. Le protocole d'accord insistait sur l'opérationnalisation du répertoire interministériel des métiers de l'État. Nous avons dit que nous avons fini notre part du secteur de la santé. Il reste au ministère du Travail à valider et à opérationnaliser. Mais nonobstant cela, nous avons été autorisés à appliquer ce qui a déjà été consensuel. Notamment le recrutement niveau bac. Le regroupement, pas avec le niveau bac, avec le baccalauréat. Okay. C'est différent d'avoir le niveau bac et d'avoir le baccalauréat. Ok, monsieur le ministre, revenons à cette opération Caisse Vide qui commence à partir de demain. Oui. Quelle incidence? Déjà, convenez que pour nous, c'est une grève sauvage. C'est une forme de grève sauvage, c'est une grève illégale, c'est une grève injustifiée. Et je vais vous dire pourquoi. Elle est sauvage parce que le préavis a été déposé, d'ailleurs même c'est un problème, c'est un faux en écriture publique. C'est daté du 9 juin 2018 et a été déposé le 9 juin 2018 au ministère chargé des libertés. Je ne comprends pas comment cela est possible. Que vous écrivez quelque chose samedi, hier, et vous déposez ça mardi,
il y a 5 jours. Je ne comprends pas. Expliquez-moi comment cela est possible. Donc c'est un faux manifeste en écriture publique. Elle est illégale parce que l'article 332-10 du nouveau code pénal dit ceci. Il est puni, c'est-à-dire tout agent public qui donne gratuitement ou vend à vil prix des biens publics viole la loi et les règlements de la République et est puni de 5 ans d'emprisonnement, 5 à 10 ans, et doit rembourser 2 à 10 fois la valeur du bien dissipé, c'est-à-dire donné gratuitement. Le gouvernement a déclaré en juin 2016 la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Cela a un coût, près de 30 milliards de francs CFA par an. Le gouvernement rembourse les formations sanitaires de ce coût. Si le SINCHA déclare la gratuité des soins pour l'ensemble de la population, qu'il rembourse aux formations sanitaires ce que ça va coûter. Et nous allons calculer rubis sur ongle ce que ça va coûter et nous allons réclamer à travers la justice que le syndicat nous paye cette somme. Puisque nous sommes dans la légalité, nous allons dire le droit avec ce code pénal qui nous en donne les droits. Alors, monsieur le ministre, pour finir, au-delà du SINCHA, c'est pratiquement tout le front social qui est en ébullition actuellement. Alors, on a parlé du SINCHA, il y a le ministère de l'économie, il y a bien d'autres départements où il y a donc des mots d'ordre de grève. Alors, comment le gouvernement, en tout cas, se sent aujourd'hui? Comment répondre à toutes ces attentes? Pour compléter et répondre à votre question, je disais que cette grève aussi est injustifiée parce que dans la plateforme, le SINCHA réclame que le gouvernement donne suffisamment de moyens financiers aux formations sanitaires pour fonctionner. Mais cette opération caisse vide assèche le modèle économique de fonctionnement des formations sanitaires. C'est totalement anachronique de réclamer une chose et son contraire. Deuxièmement, nous lançons un appel pour que toutes les collectivités territoriales qui ont à gérer les centres de santé et de promotion sociale, tous les gouverneurs de région, tous les directeurs régionaux de la santé et tous les médecins-chefs de district, c'est à eux de mettre en œuvre tous les moyens pour recouvrer les coûts des soins fournis. C'est un acte citoyen de contribuer à la prise en charge de sa santé. Maintenant, le front social est en ébullition et je vous disais tantôt que le gouvernement est dans une posture de dialogue social permanent. Aujourd'hui, nous sommes avec un Burkina qui a une certaine aura au niveau international. Dans le secteur de la santé, coup sur coup, vu l'engagement du président du Faso en matière de santé, vous avez vu la politique de gratuité, cet engagement a été reconnu au niveau international. Il a été choisi comme le champion mondial pour la campagne prochaine de financement de la santé. Oui, c'est pour dire que aujourd'hui, le gouvernement est dans le dialogue social et le gouvernement prône le dialogue social pour que l'un dans l'autre, nous sachions que les revendications sont traitées avec le maximum de sérieux et que chaque secteur aide tant qu'il peut à ce que la fonction, les secteurs ministériels fonctionnent selon l'agenda et les résultats que chaque secteur ministériel doit fournir. Voilà, c'est le dialogue social pour trouver des solutions. Merci, monsieur le ministre. Ça va être le mot de la fin. Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas Méda, ministre de la Santé, était sur notre plateau pour évoquer cette grève annoncée d'une semaine, une opération caisse vide du SINCHA. Des organisations de la société civile qui se mobilisent pour soutenir les actions du gouvernement. Cela se passe à Fadangourma, un meeting qui se veut un cadre d'évaluation du chemin parcouru et de veille citoyenne. Amadou Nikiema, Ibrahim Sanou. Ces organisations de la société civile de la région de l'Est accordent leur violon pour évaluer et soutenir les actions du gouvernement. À travers ces meetings, elles entendent montrer leur reconnaissance au gouvernement au regard des réalisations entamées non seulement dans la région, mais aussi dans tout le Burkina. Nous sommes partis à partir du PNDS. À tous les niveaux, il y a eu quand même des actions positives qui ont été menées. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'éducation, en particulier au niveau des écoles sous Payotte,
au niveau de l'eau, en ce qui concerne le forage, mais aussi nous avons dit qu'il y a des difficultés. Et nous avons dit également, nous aussi en tant que représentants des organisations de la société civile, nous devons nous y investir pour en tout cas accompagner le gouvernement. Une vision que partage le secrétaire national chargé des OSC. Le meeting d'aujourd'hui se tient particulièrement dans un contexte apaisé. Du moment où nous savons qu'il y a quelques mois de cela, la région de l'Est, plus particulièrement Fada, il y avait des incessantes marches pour ce qui est de la réfection des voies d'accès au niveau du chef-lieu. Tour à tour, les représentants des OSC, des jeunes et des femmes ont montré leur disponibilité à accompagner les actions du gouvernement. Il y a la gratuité des soins, qu'ils ont pris ça en compte. Il y a le lancement de la route Fada-Koupela et Fada frontière Niger. Nous avons vu qu'ils ont fait beaucoup de choses et nous devions les accompagner. Actualité oblige, la question des grèves à répétition des syndicats a été brossée et ces OSC dit soutenir le gouvernement dans sa logique de résoudre ces questions lors de la conférence de remise à plat des rémunérations. On reste à l'est, il fait partie des ouvrages de franchissement les plus longs du Burkina. Le tristement célèbre pont de la Sirba entre les communes de Bilanga et de Piela, c'est dans la Yaya, un pont dont la simple évocation suscite hantise et crainte dans la région, surtout en période de pluie. Eh bien, tout cela ne sera plus bientôt qu'un vieux cauchemar. Les travaux engagés depuis décembre sont en cours de finition. Les usagers ne cachent pas leur choix. Constat Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Dans quelques jours, les populations de la région de l'Est pourront traverser sans difficulté le pont de la Sirba, situé sur la route nationale numéro 18, dans son tronçon Fadangourma-Bogandé, un site tristement célèbre de par le passé, dû au nombre de victimes qu'il causait pendant les pluies. C'était vraiment difficile de traverser ce pont en cas de pluie. On a vu l'eau emporter des usagers et leur matériel ici. Certains ont été blessés et d'autres même ont perdu la vie. Ce qui nous vient en mémoire que nous regrettons, c'est ce passage mortel de 2010 où nous avons perdu plus de 13 personnes sur le champ. Bientôt, toutes ces souffrances ne seront plus que des mauvais souvenirs. Les travaux de réalisation de ce pont, long de 300 mètres, sont presque finis. Bon, nous sommes en fin de travaux. Donc, pour dire qu'il reste la signalisation, le nettoyage et les pérés. Donc, nous comptons finir d'ici la fin de ce mois. Si c'est l'assurance, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, on sera dans le délai. Les riverains, déjà en liesse, attendent la fin des travaux de cet ouvrage, imaginé il y a plusieurs années. Nous sommes contents, car en voyant ce pont, nous n'allons plus passer par Dargo Koupela pour rejoindre Fada en cas de pluie. Nous disons merci aux donateurs. Il s'agit de tous les trafics qui sont désengorgés au bénéfice donc de l'ensemble des populations de la province, de la région. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Nous disons grandement merci au gouvernement qui a veillé à ce que ce pont-là puisse se réaliser. La réalisation de cet ouvrage routier est l'une des illustrations de la politique de désenclavement des régions mise en œuvre par le gouvernement pour améliorer les infrastructures de transport au Burkina Faso. Et on revient à Ouagadougou avec cette opération qui ressemble fort au mythe de Sisyphe, l'éternel recommencement. Des dizaines d'ouvriers armés de pelles pour une énième campagne de curage des caniveaux. Opération nécessaire pour plus de propriété et pour réduire les risques d'inondation. Roger Kam, Ismaël Diloma, Sirima. Des coups de pelle du maire central de Ouagadougou. Et voici lancer la campagne de curage des caniveaux dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Avec le début de la saison des pluies, les autorités communales de cet arrondissement décident de libérer les caniveaux de leurs déchets pour faciliter le drainage des eaux. Nous avons, au niveau de la commune de Ouagadougou, demandé à tous les maires d'arrondissement de lancer l'opération de salubrité. Et la salubrité et l'assainissement passent par le curage des caniveaux, parce que c'est par là que les eaux de pluie passent pour rejoindre les grands canaux. Nous allons d'abord sensibiliser. Nous allons aussi promouvoir une politique
en tout cas de collecte des ordures. Nous sommes en train même de penser à des poubelles un peu partout dans notre arrondissement. Cette activité de curage commence aux alentours de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Par la suite, elle va s'étendre dans les autres quartiers de l'arrondissement 10. L'hôpital, c'est non seulement l'environnement interne, mais aussi l'environnement externe. Et à ce niveau, notre hôpital, comme vous avez pu aussi le constater, avait quelques soucis. C'est pour ça que nous nous sommes adressés au maire de l'arrondissement 10, dans lequel est implanté notre hôpital, pour qu'il veuille bien nous aider à assainir l'environnement immédiat de l'hôpital. Environ 12 km de caniveaux seront curés au cours de cette opération. Et le maire central de Ouagadougou d'appeler les autres arrondissements à emboîter le pas à l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Un curage que les producteurs de Toussiana appellent également de tous leurs vœux, mais là il est plutôt question de barrage. Celui de la localité est comblé par le sable aux grandes dames des maraîchers et des pêcheurs. C'est la survie même de l'ouvrage qui est aujourd'hui en question. Explication, Hassan Gourabou et Moumouni Barou. La Moussazon mène des activités de pêche sur le barrage de Toussiana depuis une trentaine d'années. Mais depuis que cette retenue d'eau connaît un assèchement très avancé, l'activité de ce pêcheur est plus que jamais menacée car les poissons se font de plus en plus rares. Pour ne pas rester les mains croisées, Zon et ses camarades pêcheurs sont obligés d'aller chercher des alevins ailleurs pour revenir ensemencer les barrages. Construit dans les années 80 sur un affluent du fleuve Komoé, le barrage de Toussiana est l'un des fleurons de l'économie locale. Les populations riveraines y pratiquaient le maraîchage et bien d'autres activités agricoles pour subvenir à leurs besoins. Mais depuis plus d'une décennie, la quantité d'eau ne cesse de diminuer. Il y avait beaucoup d'eau ici. Et là où nous sommes arrêtés, présentement, c'était même le nid du barrage. Seuls les piroguiers pouvaient atteindre là. Mais hélas, c'est la désolation. Tout est devenu sable et herbe. Un autre lieu situé en amont du barrage. Plus d'activités agricoles autour pour raison de tarissement du cours d'eau. Nous sommes sur le site du CAC, voilà, le centre agricole de la Komoé. C'est un centre qui a été initié par nos grands-parents afin de permettre aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir avoir une activité qui est le maraîchage. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés vraiment avec la Sosico où la gestion n'est pas aussi vraiment de façon, je dirais, équitable. La production maraîchère à Toussiana ici existe depuis près de 80 ans. Et donc aujourd'hui, il se trouve que cette économie est complètement effacée. Les jeunes maintenant, ils ne savent plus que faire, ils s'exodent. Et économiquement, ça ne va pas. On trouve des enfants désœuvrés. Pour la société sucrière de la Komoé, la fermeture des vannes est intervenue suite à un constat. Le peu d'eau que vous avez trouvé dans le barrage, c'est 240 000 m3. C'est inférieur même au stock de sécurité qui est 400 000 m3 pour ces barrages. Nous avons atteint le stock environnemental. C'est-à-dire que c'est le stock en dessous duquel on ne doit plus prélever de l'eau. Puis il y a d'autres êtres aquatiques qui sont dans l'eau, il y a d'autres activités qui sont mêlées. À partir de ce stock, on doit fermer les barrages. Et le 6 février, nous avons fermé les barrages. Et pourtant, cette raison suscite bien des incompréhensions chez les maraîchers. Ils pensent que la fermeture totale des vannes engendre des difficultés énormes à la population. Si vous fermez là vous avez vu là, il y avait du poisson. Il n'y a plus un poisson, il y a des crocodiles qui sont là. Et il y a même des personnes, des riverains qui boivent l'eau. Il y a des gens qui quittent à 10 km venir puiser l'eau pour boire. Et tous ces gens-là sont privés. Alors quand on parle d'écosystème, il existe en amont et en aval. Réhabiliter ces barrages, c'est le vœu le plus cher de la population de la commune de Toussiana et son premier responsable d'interpeller les décideurs à ce sujet. Nous pourrons quand même demander, solliciter toute personne réellement qui pourra nous aider à curer ces barrages, notamment nos autorités, à songer à nous accompagner afin que nous puissions réveiller ces grands pôles économiques. En attendant la concrétisation de cette solution, l'agence de l'eau appelle à un changement de comportement des maraîchers. Donc c'est de développer des techniques qui consomment moins d'eau. On parle du goutte à goutte. Les gens vont dire que c'est cher, mais aujourd'hui là, plus rien n'est cadeau. Plus rien n'est cadeau. Et surtout que ce sont des activités.
Ce sont des activités. Quand tu mets quelque chose qui te rapporte, il faut faire un investissement. C'est peut-être là la solution, mais faut-il encore sensibiliser la population pour l'appropriation des technologies innovantes qui demandent un effort considérable, surtout pour les producteurs en situation économique difficile. Alors à présent, à la découverte d'un centre qui pourrait proposer bien de solutions aux maraîchers et surtout aux pêcheurs de Toussiana. Il s'agit du centre Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture climat, un centre situé à Bérégadougou et qui se fixe pour ambition le renforcement des capacités du monde paysan. Karim Ilboudo et Moussa Sanon. Le climat, les centres Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Bérégadougou. La pisciculture est une des spécialités de cette école, une école qui entend au-delà de la formation faire de la production. Comme dans tout domaine, la formation est à la base de la production. Pour mieux produire, il faut connaître. Donc nous voulons booster la pisciculture et nous pensons que la formation, c'est le socle même de cette activité. Et pour cette activité de pisciculture, tout commence dans cette salle appelée salle des géniteurs, où des poissons mâles et femelles sélectionnés sont bien entretenus. Ils sont amenés dans la salle d'incubation où nous prélevons les ovules et la laitance pour les mâles. Et ces ovules et laitances sont mis ensemble pour la fertilisation. Et une fois que nous avons les œufs, c'est-à-dire les ovules fertilisés donnent des œufs, et les œufs sont mis en incubation dans des bacs pendant 24 à 30 heures. Et au bout de ce temps, nous avons des larves. Et ces larves sont entretenues pendant 1 mois jusqu'à la taille de 1 et plus d'1 gramme. Ces larves sont ensuite amenées dans la salle d'alevinage où elles passent 3 à 4 semaines encore pour atteindre la taille de 5 à 10 grammes. Et de cette salle, elles passent dans une autre, la salle de pré-grossissement où les alevins finalisés à 10-15 grammes sont utilisés pour l'empoisonnement des grands bassins. Nous avons 7 bassins d'à peu près 60 mètres carrés et 8 bassins de 400 mètres carrés qui sont utilisés pour le grossissement. Et la phase de grossissement commence par l'empoisonnement. Voilà. En fonction de la taille du bassin, nous calculons le nombre de poissons qu'il faut, le nombre d'alevins qu'il faut, et nous empoisonnons le bassin. Une fois que le bassin est empoisonné, le poisson est entretenu jusqu'à atteindre la taille marchande. En attendant d'être vendu sur les marchés des grandes villes du pays comme Banfora, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, tout le processus d'élevage de poissons se passe sous les regards de ces stagiaires venus apprendre le métier. Et c'est dans cette salle qu'ils passent une grande partie de leur temps. Chaque matin, on nettoie les aquariums. Après, on remet le système en marche pour essayer de diminuer le stress qu'ils ont subi lors du nettoyage. Après ça, on arrête, on les alimente. Cette activité est pour l'instant l'affaire du climat, les centres Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Bérégadougou, une structure de l'État créée dans les années 1950 et rétrocédée en 2017 aux frais des écoles chrétiennes. Conscient de ce que 80% de la population burkinabé doit s'assurer aux activités agropastorales, cette communauté s'est fixée depuis peu une nouvelle orientation, à savoir le renforcement des capacités du monde paysan à travers la formation. Et le climat n'est autre que l'expression de cette nouvelle ambition. C'est une promesse de campagne du président du Faso qui se concrétise, un forage pour les habitants d'un quartier périphérique du 6e arrondissement de la capitale. La remise officielle a eu lieu ce week-end. Issa Kafando, Bouma Ernest, Nebien. Fini peut-être la corvée d'eau pour les habitants du secteur 29 du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Ils bénéficient ce jour d'un forage d'un coût global de 6 millions de francs CFA. Réalisé par le secrétariat permanent des engagements nationaux, c'est une promesse du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est concrétisée. Nous avions prévu que si le président venait au pouvoir, nous pourrions donner de l'eau, de boissons, augmenter le nombre de forages qu'il y a dans ce secteur, dans cet arrondissement. Alors, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, cette année, la question d'eau était suffisamment cruciale dans cette partie de la ville. Et nous sommes venus, au nom du président du Faso, remettre officiellement ce forage entre les mains des populations.
Nous sommes très fiers du geste des autorités de ce pays, car avant, pour avoir de l'eau dans ce quartier, c'était tout un calvaire. Après avoir invité les bénéficiaires à bien entretenir ce forage, le ministre d'État Simon Compaoré a signifié aux habitants du quartier que le meilleur reste à venir. Le Rotary Ouaga Cristal, aux côtés des femmes de la Cour de solidarité de Paspanga, une visite médicale, un bilan sanguin et des vivres au profit des 63 pensionnaires victimes d'exclusion sociale, c'est devenu une tradition. Oumou Sissé. C'est une journée particulière pour les pensionnaires de la Cour de solidarité de Paspanga de Ouagadougou. Une journée au cours de laquelle ces femmes victimes d'exclusion sociale ont eu droit à une prise en charge médicale grâce au Rotary Club Ouagadougou Cristal. Depuis 2009, nous avons commencé à faire des dons de vivres, de vêtements, de médicaments à ces dames. Et depuis 2016, nous avons ajouté la visite médicale qui se fait en 2 étapes. Il y a les examens de laboratoire et il y a la consultation physique avec les patients. Et en plus de ça, nous avons cette année donné des vivres. Cette action du Rotary Club Ouagadougou Cristal, qui fait du bien-être de ces femmes une priorité, est saluée ici par les premiers responsables du ministère en charge de l'action sociale. Sentir la présence de ces hommes et ces femmes à leur côté au quotidien, ça réconforte. Et elles savent également que du point de vue de leur santé, elles ont une prise en charge qui est assurée. Et également pour une alimentation équilibrée. Je pense qu'à cet âge, c'est très important. Et également, comme vous l'avez entendu, il y a aussi tout un processus qui est mis en place pour les accompagner, pour leur permettre de réintégrer leur tissu familial. Après cette première phase, le club assurera la prise en charge des ordonnances médicales pour permettre aux pensionnaires malades de recouvrer rapidement la santé. 40 bougies pour l'atelier théâtre burkinabé, cela se fête et l'ATB voit les choses en grand. Tout un programme du 15 au 25 pour marquer l'anniversaire et tout a commencé par une conférence de presse où le détail a été donné. Salifou Belem et Yarkiteda. L'atelier théâtre burkinabé aura 40 ans le 18 juin prochain. 4 décennies au service de l'art vivant au Burkina Faso. Et pour commémorer l'événement, l'ATB déballe une série d'activités sur 10 jours afin de jeter un regard rétrospectif sur les acquis, les insuffisances, mais aussi les perspectives. Il y aura d'abord la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle vous allez assister à notre cérémonial type de l'accueil de nos invités. 18 juin, nous allons avoir la célébration de l'anniversaire de l'ATB. Et donc, à cette occasion, nous allons faire appel à des groupes de musique qui vont nous mettre le cœur en joie. Enfin, le dernier jour, le 25 juin, eh bien, il y aura la clôture du concours de théâtre forum. Innover et toujours innover. Pour un théâtre rayonnant au Burkina, l'ATB dit s'employer à cela afin de faire face aux nombreuses difficultés qui entament l'art vivant au Burkina. Nous avons, avec le concours de quelques amis, avec la motivation et la mobilisation de nos comédiens, lancé déjà des chantiers qui vont nous permettre, je crois, en tout cas pour les 10 années qui viennent, continuer à exister, si Dieu le veut. Pendant 10 jours, soit du 15 au 25 juin, l'ATB va allier à la fois prestations théâtrales, formation et partage d'expériences sur son site à Gungain. 5 pays sont invités, le Burundi, le Tchad, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a surtout les mauvais, les démons, et tous sont de Lucifer. Un coup à gauche, un coup à droite, je vous le disais en titre, une fois de plus, c'est une volte-face spectaculaire du président américain et tout s'est joué en un tweet comme d'habitude. À peine le sommet du G7 terminé, Donald Trump revient sur sa signature apposée sur le communiqué commun, un revirement consécutif aux propos du Premier ministre canadien. Le G7 s'était terminé samedi au Canada sur un communiqué commun affichant la volonté de ses membres de résoudre leurs divergences commerciales. Quand d'un seul tweet envoyé depuis son avion, le président américain a ruiné les efforts des participants en retirant la signature des États-Unis qu'il avait pourtant approuvée quelques heures plus tôt. Il y menaçait aussi ses partenaires de taxer leur industrie automobile. Il réagissait à des propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau.
J'ai insisté sur le fait que les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium allaient compliquer la renégociation de l'accord sur le libre-échange nord-américain et que nous nous dirigions, avec regret mais avec certitude et fermeté, vers des mesures de représailles au 1er juillet en appliquant aux États-Unis des taxes douanières équivalentes à celles qu'ils nous appliquent de manière injuste. En colère, selon son entourage, une fois le sommet terminé, le président américain s'était, lors de la conférence de presse finale, déclaré confiant sur l'avenir des relations commerciales entre son pays et ses alliés. Ça va changer, je veux dire par là que ce n'est pas une question d'espérer que ça change, ça va changer. Les taxes vont baisser car aujourd'hui, nous sommes la tirelire que le monde entier pille et ça ne peut pas continuer comme ça. Le G7 s'est achevé sur la perspective d'une guerre commerciale ouverte entre les États-Unis d'une part, l'Union européenne, le Canada et le Japon de l'autre, loin, très loin des espoirs d'apaisement de ses participants. Dimanche Sport à présent et nous recevons Jérôme Tchendrebiogo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors clap de fin pour le championnat national de football de première division. Oui, bien entendu, la SFB qui est sacrée championne depuis la 28e journée a reçu son trophée de championne donc cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. On le verra bien sur les images. Donc sacre donc pour la SFB, mais il s'agissait pour la SFB de terminer la saison en beauté ce soir à la faveur de la 30e journée face à Salitas et avec de la revanche dans l'air. Vous vous souviendrez que Salitas avait empêché la SFB donc de signer le doublé à Bourg-du-Lasso en Coupe du Faso. Eh bien, c'est le buteur providentiel de la SFB, Cheikh Djibril Ouattara, meilleur joueur à GSP des mois de décembre et janvier, qui a permis donc à la SFB de battre Salitas 2-0. La pièce a été rendue. C'était au 22e et 25e minute, comme vous avez vu sur les images. Et Majestic de Moussa Rabo, 3e grâce à sa victoire sur l'ASFA Yenenga 2-0. Moussa Rabo est meilleur joueur AGSB du mois d'avril et il a reçu son prix donc cet après-midi sur le terrain du RCK. Un bon d'équipement Tovio, chèque de 100 000 francs de la Fédération burkinabé de football et un trophée de la JSB. Pour les autres résultats des matchs à un jeu, le RCK arrache une courte victoire 1-0 face à l'AS Police. L'étoile filaire de Ouagadougou est tombée 1-2 devant l'AS Sonabel et l'USFA dispose de l'USO 2-1. Le trio de tête, c'est l'ASFB, comme je le disais, 60 points. Suivi du RCK, 52 points, et de Majestic, 51 points. Son meilleur classement depuis qu'il est en première division, le foot termine 6e et l'ASFA 12e. Alors Jérôme, rapidement, du Han également dans Dimanche Sport, avec les championnats de la Ligue du Centre. C'était la 7e journée donc en senior. Chez les hommes, l'AS Police a consolidé sa place de leader en disposant de l'USK Diogo, 43-19, score serré 27-26, en faveur de l'USFA devant l'AS Sonabel. Chez les dames, large victoire de l'AS Douane, 43-25 devant l'Université Club de Ouagadougou. Tennis à présent, Nadal l'invincible. Je sais très bien que vous aimez donc Madrid et son tennisman fétiche. La hiérarchie a été respectée du côté de Roland Garros. Rafael Nadal a encore confirmé tout le bien qu'on dit de lui en terre battue. En finale de Roland Garros, disputé aujourd'hui même l'espagnol numéro 1 mondial, donc a expédié l'Autrichien Dominique Thiem 3-7-0, 6-4, 6-3, 6-2 pour une 11e couronne à Roland Garros et son 7e titre du Grand Chelem. En finale, dame disputée hier, la numéro 1 mondiale, la roumaine Simone Halep a disposé de l'américaine Stephen 3-6, 6-4 et 6-1. Alors Jérôme, pour finir, tous les fans de football, en tout cas, croisent les doigts en attendant donc la Coupe du Monde, c'est dans 4 jours. Nous sommes jour J-4, c'est le 14 juin du côté de Moscou, où nous aurons un envoyé spécial. Les Stallons n'y sont pas, mais la RTB est en train de concocter un programme pour proposer quelque chose d'assez intéressant donc sur la période du 14 juin au 15 juillet à nos téléspectateurs. Vous aurez tous les détails de ce qu'on vient de donner demain à 21h. Voilà, mais avant, à RTB matin avec Mamadi Ouena et 21h avec Christelle Dabré Paris. Merci Jérôme. Et puis surtout, mesdames et messieurs, ne bougez pas. Dans quelques instants, votre émission de grand reportage 52 sur la RTB, le transport du coton, un calvaire. C'est un reportage de Draman Guéné sur les routes caouteuses de l'or blanc. Tout de suite, un avant-goût.
sur la route du coton, la route par laquelle sont acheminées entre 500 000 et 700 000 tonnes de coton par campagne. Bien loin du principe selon lequel l'importance du trafic commande la qualité des infrastructures, la route du coton semble le parent pauvre de l'exploitation de l'or blanc. Nous sommes dans la zone cotonnière de la Société des fibres textiles, Sofitex, le Grand Ouest. Voilà donc 52 sur la RTB dans une présentation de Simon Gongo. C'est tout à l'heure après ce journal. Soyez au rendez-vous. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Draman Dadjian vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Bonne suite de programme.